Dans la vidéo précédente de cette série, que j'espère que vous avez regardé, vous avez appris tout ce qu'il fallait savoir pour se prémunir des erreurs les plus courantes quand on commence à investir dans les crypto-monnaies. Et comme je l'avais indiqué, aujourd'hui nous allons parler en détail d'une facette un peu particulière qui est celle de l'analyse de projets et l'évitement des arnaques. Un savoir qui est également essentiel parce qu'il y a énormément d'arnaques dans la crypto-monnaie, certaines étant beaucoup moins évidentes que d'autres. La majorité ne sont que des arnaques tirées du monde de la finance traditionnelle et refaites à la sauce crypto, mais il y en a quelques-unes d'originales. Et normalement, vous serez capable de toutes les éviter après avoir fini de regarder cette vidéo. Pour commencer, on va donc se pencher vers ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'analyse des actifs dans lesquels vous souhaitez investir, qui doit toujours être la première chose que vous faites. L'investissement ne doit venir qu'après une analyse, même si vous devez faire vite parce que le prix est exceptionnellement bas par exemple. Il vaut mieux éviter 100% des arnaques, quitte à rater une bonne occasion de temps en temps. En matière d'analyse des actifs d'abord, gardons à l'esprit que les règles ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction du type d'actif concerné. Investir dans une nouvelle blockchain de première couche qui souhaite faire concurrence à Ethereum, ça n'est pas pareil que d'investir dans des NFT liés au marché immobilier locatif. Il y a certains éléments à surveiller qui changeront en fonction de l'actif en question et votre devoir de prudence devra donc être doublé d'une capacité à adapter vos critères en fonction de l'actif que vous analysez. Ensuite, faisons une petite liste de ce qu'il faut regarder de manière générale. Premièrement, les informations financières qui concernent l'actif que l'on peut généralement trouver sur un site comme CoinGecko, à savoir prix, capitalisation, quantité totale existante, quantité en circulation, volume, etc. Ensuite, plusieurs informations que vous trouverez souvent sur CoinGecko et à défaut sur le site internet de l'actif, à savoir l'identité des créateurs, le livre blanc qui est un document plus ou moins technique expliquant comment tout fonctionne, la feuille de route s'il y en a une qui contient en quelque sorte les promesses faites par les développeurs et pour finir les différentes communautés existantes sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, nous allons surtout nous concentrer sur les critères que l'on peut considérer universels. Le premier, c'est la capitalisation et le volume de l'actif. La capitalisation représente l'élément numéro 1 à bien comprendre pour les nouveaux arrivants. Trop souvent, les investisseurs novices ne regardent que le prix d'un actif sans se soucier de sa capitalisation et cela les mène à de très mauvaises décisions. Par exemple, en 2020 et 2021, beaucoup de détenteurs de Doge et de SHIB s'imaginaient voir ces actifs atteindre le même prix à l'unité que le Bitcoin. Malheureusement pour eux, la loi de l'offre et de la demande fait que c'est impossible. En effet, même avec un prix de quelques centimes ou parfois millièmes de centimes, la capitalisation de ces actifs peut être énorme. Car ce qui compte, ce n'est pas juste le prix, c'est aussi l'offre, ou en d'autres mots la quantité existante totale, ainsi que dans une certaine mesure, la quantité actuellement en circulation. La quantité totale et la quantité en circulation, ce sont deux éléments très importants, parce qu'une fois qu'on les associe au prix, on peut déterminer la capitalisation de l'actif. Prix multiplié par quantité égale capitalisation. Dans le cas du Bitcoin, il y a 21 millions de pièces au maximum, donc la quantité est relativement basse. Alors qu'en face, il y a plus de 130 milliards de pièces Doge et presque 600 billions de SHIB. Ce qui veut dire qu'il existe 6000 fois plus de Doge que de BTC et 5000 fois plus de SHIB que de Doge. La quantité de SHIB est absolument astronomique comparée à la quantité de BTC existante et ce que ça veut dire c'est que le prix du SHIB ne pourra jamais s'approcher de celui du Bitcoin. Et c'est bien sûr sans prendre en compte toutes les considérations technologiques, économiques, etc. Je parle uniquement du nombre de pièces ou jetons existants. Si le SHIB avait le même prix à l'unité que le Bitcoin, la capitalisation du SHIB serait supérieure de plusieurs ordres de grandeur à la totalité de l'économie planétaire, ce qui est totalement absurde. Et soit dit en passant, cette manière de créer des actifs avec une quantité existante aberrante constitue en soi une technique d'arnaque, ou disons plutôt de manipulation, puisqu'il n'y a pas que des arnaqueurs qui s'en servent. Cette technique consiste à utiliser des gros chiffres parce que lorsqu'ils sont tellement énormes, les utilisateurs ont toujours tendance à penser que l'actif n'est pas très cher et qu'il vaut le coup d'investir dedans. Préférez-vous avoir 0,1 Bitcoin ou 100 millions de SHIB ? Être multimillionnaire en quelque chose, c'est toujours mieux, donc beaucoup choisissent le SHIB. Pourtant, à l'heure actuelle, 0,1 Bitcoin représente 1600 € et 100 millions de SHIB, 800 €. Donc, de manière générale, il faut faire attention aux actifs dont la quantité est trop élevée, parce qu'il s'agit quasiment toujours d'actifs conçus dès le début pour vous manipuler et vous pousser à acheter malgré un prix qui n'est finalement pas du tout avantageux. Et c'est aussi pour ça qu'il faut toujours regarder la capitalisation plutôt que le prix. C'est particulièrement vrai d'ailleurs s'il vous est arrivé de voir sur un réseau social ou sur YouTube par exemple, quelqu'un qui vous vante les mérites d'une crypto-monnaie quelconque en mettant le prix en avant comme argument. Méfiez-vous parce que le prix ne veut rien dire tout seul, et si cette personne utilise un petit prix comme argument sans mentionner la capitalisation, c'est qu'il y a anguille sous roche. Inversement, ça n'est pas parce qu'un actif a un prix élevé qu'il le conservera toujours, et c'est une leçon que certains ont appris ces dernières années avec ce qu'on appelle des low float tokens, c'est-à-dire des jetons avec un faible pourcentage en circulation.
Si par exemple vous avez un jeton qui vaut 100 € à l'unité et qu'il est indiqué sur la page CoinGecko qu'il y en a 1000 qui circulent, ça fait une capitalisation de 100 000 €, ce qui est tout petit au final. Sauf que dans certains cas, la quantité totale existante est beaucoup plus grande. Les jetons qui ne sont pas considérés comme en circulation sont parfois entre les mains des créateurs ou de quelques fonds d'investissement qui n'auront aucun scrupule à tout vous balancer dessus dès qu'ils en auront l'occasion. Et lorsque ça se produit, le prix s'effondre. Imaginez un peu. Vous avez acheté ce jeton à 100 € l'unité et il n'y en avait que 1000 en circulation. Tout se passe bien quelque temps et puis tout d'un coup, les jetons autrefois verrouillés et considérés hors circulation qui avaient été achetés par des fonds d'investissement pour 3 francs 6 sous sont tous déverrouillés. La quantité en circulation est multipliée par 2, par 5 ou par 10, tout d'un coup. À ce moment, l'offre explose alors que la demande reste la même. Donc le prix s'effondre et votre jeton que vous avez acheté à 100 € n'en vaut plus que 10. Voilà pourquoi il est très important de regarder la quantité totale maximale et pas seulement le prix. Avant d'investir, on doit regarder combien il y a de pièces ou de jetons en circulation et quelle est également la quantité maximale qui pourrait exister s'il y en a une. Car il y a aussi des cas dans lesquels il n'y a pas de maximum, comme celui des crypto-monnaies programmées pour qu'il y ait une inflation éternelle. C'est le cas de Monero par exemple qui continuera d'offrir des récompenses de 0,6 Monero par bloc jusqu'à la fin des temps. Ensuite, je l'avais mentionné tout à l'heure, il faut aussi regarder le volume. C'est quelque chose que les nouveaux entrants vérifient également rarement et qui permet pourtant de s'assurer que l'actif qui nous intéresse mérite bien son prix et sa capitalisation. Parce qu'il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que la capitalisation, ça n'est rien d'autre que le dernier prix en vigueur multiplié par la quantité en circulation. Elle ne veut rien dire tant qu'on ne regarde pas également le volume associé. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est tout simplement parce que si une crypto-monnaie a une très haute capitalisation mais un volume très faible, ça veut dire que la moindre vente va probablement faire s'effondrer le prix, parce qu'il n'y a pas vraiment de communauté active derrière. A contrario, une crypto-monnaie à forte capitalisation avec un volume journalier constamment équivalent à environ 5 ou 10% de la capitalisation, c'est une crypto-monnaie dont vous pouvez acheter de grandes quantités sans faire bouger le prix sur la plupart des plateformes. Bien sûr, tout dépend de la paire, des ordres présents et d'un tas d'autres variables, mais en règle générale, plus le volume est élevé, plus il est facile d'acheter au prix indiqué. Et lorsqu'on parle de volume, il faut mentionner deux choses. La première, c'est que les monnaies stables sur lesquelles j'ai fait une vidéo récemment ont un volume beaucoup plus élevé en termes de pourcentage de leur capitalisation. C'est normal, ce sont des actifs faits exprès pour être échangés très fréquemment. Un volume de 30 à 50% de la capitalisation n'est donc pas surprenant. Et la deuxième chose, c'est que lorsque vous voyez un volume de plus de 30% de la capitalisation sur une crypto-monnaie qui n'est pas une monnaie stable, soit c'est parce que c'est une période vraiment exceptionnelle et qu'il y a beaucoup d'activités, soit c'est que la majorité du volume affiché est en fait complètement faux. C'est là une arnaque autrefois assez répandue qui est devenue moins courante avec le temps et qui concernait surtout les plateformes d'échange plutôt que les actifs. Pourquoi ? Parce qu'une plateforme d'échange qui fait de gros volumes, c'est une plateforme d'échange sur laquelle il est facile d'acheter et de vendre sans faire bouger le prix. Les gros volumes indiquent en outre, normalement, qu'un grand nombre d'utilisateurs fait confiance à la plateforme. Entre 2016 et 2020, de nombreuses plateformes d'échange ont donc trafiqué les compteurs pour attirer le chaland. Aujourd'hui, ça ne marche plus très bien puisqu'il est relativement facile de détecter le faux volume et que les plateformes d'échange sont surveillées de près par de nombreux spécialistes. Mais ça n'empêche pas certaines d'entre elles de continuer d'y avoir recours, et surtout, ça n'empêche pas non plus certains réseaux et applications d'y avoir recours pour améliorer la visibilité de leurs crypto-actifs sur les marchés. En effet, bien que les bénéfices ne soient pas tout à fait aussi évidents pour les crypto-monnaies elles-mêmes, il y en a certaines qui génèrent du volume artificiel pour donner l'impression que beaucoup de gens s'y intéressent. Or, le recours à ces méthodes est particulièrement évident quand le volume est trop élevé par rapport à la capitalisation, ou encore quand le volume est très largement supérieur à la profondeur plus-moins 2%. C'est quelque chose que vous pourrez par exemple constater sur cette crypto-monnaie qui a un volume journalier de plus d'1 million de dollars alors qu'il y a moins de 150 $ dans le carnet d'ordre sur des valeurs comprises entre 98 et 102% du prix actuel. Alors faites-y attention parce que là encore c'est un indice qu'il y a quelque chose de louche. Après, une fois que cette question de prix, de quantité et de volume a été résolue, il faut se pencher sur les créateurs de l'actif ou de l'application. Et là, il y a beaucoup de malentendus qui peuvent survenir. Le premier, c'est qu'un créateur anonyme est forcément un arnaqueur. Le contre-exemple le plus évident, c'est Satoshi Nakamoto, créateur du Bitcoin, qui est toujours anonyme aujourd'hui puisque Satoshi Nakamoto est un pseudonyme. Et ce n'est pas le seul dans la crypto. Lorsqu'il s'agit de publier une nouvelle technologie réduisant le pouvoir des gouvernements et offrant au grand public un meilleur anonymat notamment, ce n'est pas une mauvaise idée de rester anonyme. Le créateur de Tornado Cash avait publié son identité et il en a fait les frais. Aujourd'hui, il est en prison. Donc dans certains contextes comme la protection de la vie privée, ça peut être justifié de rester anonyme. Cela étant dit, on ne va pas prétendre non plus que ça n'est pas risqué d'investir dans un produit dont on ne connaît pas les créateurs. Il faut simplement prendre conscience que ça n'est pas une élimination automatique lorsque c'est le cas. Quand l'identité des créateurs n'a pas été révélée, il faut simplement regarder d'autres critères.
Si tout a l'air correct, que le code a été audité et qu'aucun problème n'a été révélé, que le réseau ou l'application fonctionne depuis longtemps sans problème, alors le fait que l'identité de ces gens ne soit pas connue n'est pas si importante que ça. Maintenant, ce qu'il faut mentionner aussi, c'est qu'à l'inverse, ce n'est pas parce qu'on connaît l'identité du ou des créateurs que c'est un projet fiable. Et ce n'est pas parce que le créateur a des diplômes et un CV bien fourni qu'il prendra toujours les bonnes décisions. Même les gens que l'on croit très compétents font parfois des erreurs catastrophiques. L'exemple récent le plus frappant, c'est celui de Sam Bankman-Fried et de toute sa clique qui ont affiché leur nom et leur CV de trader chez Jane Street pour se faire mousser sur tous les sites parlant de crypto avant de finir par faire disparaître des milliards de dollars en faisant des paris complètement idiots. Vous me direz peut-être que dans ce cas, vous n'auriez jamais pu déterminer qu'il y avait un problème, et c'est probablement vrai. Sauf que c'est précisément pour cette raison que connaître l'identité d'une personne n'est pas un gage de sécurité. Le cas de FTX est un cas extrême, puisque même des spécialistes sont tombés dans le panneau. Mais il y a des dizaines d'autres exemples, beaucoup plus faciles à anticiper, de gens dont l'identité était connue, qui ont lancé des projets bancals qui ont coulé après quelques mois ou quelques années, ou qui étaient tout simplement des arnaques conçues dès le début pour échouer et leur permettre de partir avec ce qu'ils avaient gagné en tant que PDG, en se lavant les mains de toute l'affaire, parce qu'après tout, le projet n'a pas marché, c'est la vie, et surtout, c'est pas de leur faute. Souvent, ces gens-là font en outre l'objet d'une espèce de culte de la personnalité, ce qui est également un indice que ça sent le sapin. Globalement, la leçon qu'il faut en retenir, c'est qu'il n'y a personne en qui on puisse avoir 100% confiance. Absolument personne. Même pas le journal du coin. La seule personne en qui vous devez avoir une confiance absolue, c'est vous. Et puisque vous ne pouvez pas vraiment faire confiance à qui que ce soit d'autre, il ne vous reste plus que les faits, la réalité en qui avoir confiance. La qualité du code, la politique monétaire de l'actif concerné, le nombre de gens qui l'utilisent, etc. Toutes ces données que vous pouvez analyser valent 1000 fois plus que n'importe quelle promesse qu'on pourrait vous faire. Et si vous n'êtes pas capable vous-même de lire le code informatique d'une application ou d'une blockchain novatrice, c'est pas grave. Vous pouvez toujours lire ce que d'autres ont écrit sur le sujet. Ne pas faire confiance à n'importe qui, ça ne veut pas dire que vous devez toujours tout faire par vous-même. C'est simplement que si vous consultez un article de presse ou un message sur un forum à propos d'un actif dans lequel vous souhaitez investir, ne vous arrêtez pas là. Allez voir d'autres commentaires, d'autres articles, d'autres vidéos pour s'assurer que les avis sont les mêmes partout, ou à défaut que les sources que vous jugez les plus fiables sont globalement d'accord. L'important c'est de vous faire votre propre avis. Il ne faut en aucun cas se contenter de s'abreuver des paroles d'un gourou qui vous donne des ordres à travers les réseaux sociaux. Faites vos propres analyses, à chaque fois et sur tous les sujets. Et éventuellement, si vous ne parvenez pas à choisir, demandez de l'aide à notre communauté, dans laquelle se trouvent de nombreux connaisseurs qui pourront vous aider à prendre une décision. En parlant de communauté d'ailleurs, c'est l'une des choses qu'il faut regarder quand on se dirige vers un nouveau projet. Je parlais de culte de la personnalité et c'est quelque chose que l'on peut voir particulièrement dans la communauté active autour d'un projet donné. S'il y a une poignée de membres qui parlent du créateur comme d'un prophète venu les délivrer du mal, ce sont probablement de faux participants payés pour agir ainsi et manipuler les plus naïfs. Dans le même registre, si la communauté est censée être gigantesque, comme on peut le voir sur des chaînes Telegram avec 30 000 ou 50 000 membres, alors qu'il n'y a quasiment aucune activité, c'est que ce projet a peut-être eu recours à des faux profils pour améliorer leur quantité d'abonnés, une stratégie assez courante et peu chère. Tout comme le faux volume, c'est destiné à faire croire que beaucoup de gens s'y intéressent, et si un projet ressent le besoin de faire ça, ça n'est pas bon signe. C'est un mensonge, et si on vous ment sur la taille de la communauté, on vous ment probablement aussi sur d'autres choses. Dans un autre registre, en matière de communauté, si la moindre question posée sur certains éléments considérés gênants par les créateurs entraîne immédiatement le bannissement de l'utilisateur, c'est qu'ils souhaitent cacher la vérité. La censure n'est jamais bon signe, et même si ça peut être le cas sur certaines communautés de projets tout à fait légitimes, généralement, lorsqu'on vous censure pour une question, c'est que c'est peut-être une arnaque. Après, si vous avez des questions, vous pouvez aussi souvent aller voir ce qu'on appelle le livre blanc, qui est en fait un document expliquant comment fonctionne l'actif ou l'application concernée. Autrefois, un projet sans livre blanc était impensable parce que chaque crypto-monnaie apportait son lot de nouveautés techniques et de spécificités qu'il fallait absolument expliquer dans les moindres détails, avec toutes les justifications mathématiques et les éléments de code nécessaires. Aujourd'hui, un grand nombre de projets n'innovent pas énormément sur le plan technique et n'a pas vraiment de raison de produire un tel document. Donc s'il n'y a pas de livre blanc, ce n'est pas toujours la fin du monde. Si c'est une plateforme d'échange de type AMM calquée sur Uniswap, l'absence de livre blanc n'est pas choquante. Par contre, si vous trouvez une nouvelle blockchain de première couche qui vous promet un mécanisme de consensus révolutionnaire et 1 million de transactions par seconde, s'il n'y a pas de livre blanc, c'est que c'est probablement une arnaque. Et s'il y en a un malgré tout, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, tout dépend de vos capacités et de vos connaissances. Lisez ce que vous comprenez et laissez tomber le reste si vous n'avez pas fait de maths depuis le dernier millénaire.
Parce que dans ce livre blanc, il y a plein d'informations très importantes. Pour une nouvelle blockchain par exemple, le livre blanc indiquera le mécanisme de consensus utilisé, le nombre de validateurs maximal s'il y en a, ou encore la politique monétaire. Quel sera le taux d'inflation, combien de jetons sont attribués aux créateurs, etc. Ces informations ne sont pas toujours dans le livre blanc lui-même, mais de manière générale, il faut chercher tout ça, soit dans le livre blanc, soit dans les documents auxiliaires que vous pourrez trouver sur le site du projet. Enfin, une dernière chose importante que j'avais mentionnée et que vous trouverez parfois sur le site, c'est la feuille de route, ou roadmap en anglais. Ici, tout ce qui compte, c'est que cette feuille de route ne contienne pas de promesses chiffrées. S'il est écrit que le mécanisme de consensus sera amélioré l'année prochaine, c'est bien. Mais s'il est écrit que le prix ou que le nombre d'utilisateurs sera multiplié par 10 l'année prochaine, c'est soit une arnaque, soit un projet particulièrement malhonnête, et dans les deux cas, il vaut mieux ne pas y toucher. En ayant analysé tout ce qu'on vient de décrire jusqu'à présent, vous serez déjà bien mieux informé que la plupart des autres investisseurs. Et c'est littéralement tout ce dont on a besoin pour éviter la majorité des arnaques. Cependant, nous n'avons pas tout à fait fini, puisque l'analyse de ces caractéristiques basiques ne suffit pas toujours, et qu'il est aussi important de parler d'autres éléments un peu plus spécifiques. Le premier de ces sujets que je souhaite mentionner, c'est celui des NFT artistiques, qui sont des investissements très particuliers. Il est important de bien comprendre une chose, c'est que si l'on devait accorder à chaque cryptoactif un niveau de risque noté sur 20, le niveau de risque attribué aux NFT artistiques en général comprendrait au moins 3 chiffres et aucune virgule. Pourquoi ? Parce qu'en plus de leur qualité artistique discutable et de leur technologie souvent mal mise en place, les NFT sont surtout, par définition, les actifs les moins liquides de tout l'univers crypto. Il n'y a pas de carnet d'ordre ou de réserve de liquidité pour NFT. Ce que ça veut dire, c'est que si vous achetez un NFT, la probabilité que vous le revendiez est incroyablement basse, parce qu'il n'y aura personne en face pour l'acheter, et vous finirez la majeure partie du temps par le garder pour l'éternité ou le revendre à perte. Il faut regarder les choses en face, la demande est globalement quasi inexistante, l'offre est titanesque et une large partie du volume que vous voyez est faux. Il y avait jusqu'à 80% de faux volumes en janvier 2022 et ça pourrait très bien remonter aussi haut pendant le prochain marché haussier. Ce genre de phénomène était d'une part dû à des utilisateurs souhaitant profiter des récompenses de trading sur certaines plateformes d'échange de NFT et d'autre part à quelques créateurs malhonnêtes qui ont fait un petit tour de passe-passe pour vous faire croire qu'il y avait de l'activité. On l'a même vu avec des célébrités comme Justin Bieber, Madonna et The Weeknd qui ont été accusés d'avoir menti au public en prétendant avoir acheté des NFT qui leur auraient en fait été envoyés gratuitement, la transaction visible sur le réseau étant en fait complètement bidon. Le procès est encore en cours et on ne peut donc pas affirmer avec 100% de certitude que c'est bien ce qui s'est passé dans leur cas précis, mais ça ne sent quand même pas bon. Et même si ce procès en particulier n'allait nulle part, dites-vous bien qu'il y a plein de gens prêts à utiliser ce genre de tactique pour promouvoir leur collection NFT. En outre, gardez à l'esprit que les tout premiers NFT, comme les CryptoPunks, qui sont devenus célèbres parce qu'ils étaient des pionniers, sont apparus il y a bien longtemps et que vous n'avez absolument aucune chance de faire le même genre d'affaires incroyable en achetant un NFT comme ça aujourd'hui. Donc de manière générale, ne croyez pas que vous allez faire fortune en achetant des NFT artistiques. Peut-être que s'il s'agit de NFT créés par un artiste qui est déjà célèbre ou une grande société, vous aurez une chance de revendre plus tard en faisant du profit, mais c'est à peu près les seuls avec lesquels on peut vraiment espérer un résultat positif, ne serait-ce que parce que ce seront à peu près les seuls pour lesquels vous aurez une probabilité raisonnable de trouver un acquéreur. Après tout, le problème numéro 1 des NFT, ça reste quand même de réussir à trouver quelqu'un qui veut bien acheter celui qui est dans votre portefeuille. Ensuite, deuxième sujet important, la décentralisation. J'en avais parlé dans les vidéos précédentes et je tiens à en reparler un petit peu. Qu'il s'agisse de réseaux ou d'applications, beaucoup prétendront être décentralisés alors qu'ils ne le sont pas du tout. Là, c'est un peu au cas par cas puisque ça dépend vraiment du type d'actif et de plusieurs autres facteurs. En ce qui concerne les chaînes, il faut avoir quelques connaissances techniques et bien comprendre comment fonctionne le mécanisme de consensus utilisé, puis analyser le nombre de validateurs présents sur le réseau et leurs influences respectives. Notez par ailleurs qu'aujourd'hui, les réseaux à preuve de travail ont quasiment disparu, et qu'il reste donc essentiellement des réseaux à preuve d'enjeu qui sont bien souvent des plutocraties. C'est-à-dire que le pouvoir de chaque validateur est directement lié à sa richesse. Ce qui compte pour la décentralisation, ce n'est donc pas tant le nombre de validateurs que la répartition de l'actif principal du réseau parmi tous les validateurs existants. Si par exemple le top 10 des validateurs détient 80% du total des actifs mis en jeu, c'est que le réseau n'est pas très décentralisé, puisque peu importe le nombre de validateurs qu'il y a, les 10 premiers contrôlent le réseau à 80%. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que la décentralisation n'est pas un saint graal universel, et pour certains cas d'usage, elle n'est pas toujours nécessaire, comme les NFT d'investissement immobilier que j'avais mentionné dans l'intro. Si vous investissez en toute connaissance de cause dans un projet centralisé qui de toute façon n'a pas besoin d'être décentralisé pour remplir sa fonction, tant mieux pour vous. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est les réseaux qui prétendent être décentralisés et qui ne le sont pas.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on commence à vous mentir, ça n'est jamais bon signe. Ensuite, en ce qui concerne les applications, j'avais parlé d'une problématique dans la vidéo sur la finance décentralisée que je vous conseille d'aller voir après celle-ci si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais pour faire simple, les applications vraiment décentralisées sont celles qui peuvent être utilisées par n'importe qui, sans forcément avoir besoin d'un site internet et sur lesquelles le créateur n'a plus aucun pouvoir. On parle ici de renonciation, c'est-à-dire que le créateur renonce à son pouvoir d'administrateur sur le contrat intelligent concerné. Aujourd'hui, un certain nombre d'applications peuvent toujours être mises à jour, pour ainsi dire, parce que leur créateur n'a pas renoncé à ses droits sur le contrat. Et ces applications ne sont donc pas vraiment complètement autonomes, comme le suggère l'idée de décentralisation. Bien sûr, dans un certain nombre de cas, c'est en fait nécessaire tant que l'application n'a pas atteint une certaine forme de maturité. Et puis comme dit précédemment, tout n'a pas toujours besoin d'être 100% décentralisé. Je tiens juste à attirer l'attention sur les arnaques de finances décentralisées, pas vraiment décentralisées, où le créateur s'amuse à changer les paramètres comme il le souhaite, ce qui peut lui permettre de soutirer les actifs des utilisateurs ou imprimer des jetons à volonté, etc. Donc s'il s'agit d'une application décentralisée qui n'a pas des années d'existence et une équipe fiable derrière elle, vérifiez bien que le créateur n'ait plus le pouvoir de faire ces choses-là si ce n'est pas absolument nécessaire. Et puisqu'on parle d'applications décentralisées, j'aimerais mentionner un troisième sujet qui est une source de malentendus dont les arnaqueurs profitent énormément, celui des audits de sécurité. Un audit, c'est une procédure au cours de laquelle une société spécialisée dans la sécurité informatique va analyser le code informatique qui lui a été fourni et produire un dossier indiquant quelles sont les failles de sécurité qu'elle y a trouvées. Avoir réalisé un audit n'est absolument pas la preuve qu'un projet n'est pas une arnaque. Une arnaque peut très bien avoir un contrat intelligent parfaitement sécurisé, mais conçu pour soutirer de l'argent à des victimes par le biais d'une politique monétaire déséquilibrée par exemple. En outre, il faut aussi savoir que ce n'est pas parce qu'un audit a été réalisé que les résultats sont toujours positifs. Parfois, une faille a été trouvée et nous avons déjà vu par le passé des applications ayant fait réaliser des audits qui avaient été avertis d'une faille de sécurité et qui se sont fait ultérieurement pirater par le biais de cette faille qui n'avait jamais été corrigée. Constater la présence d'un audit n'est donc jamais suffisant, il faut aussi le lire et s'assurer que si des failles ont été détectées, elles ont également été corrigées. Et puis il faut bien sûr s'assurer que l'audit concerne bien le contrat intelligent que vous utilisez et pas un autre. Enfin, il ne faut pas oublier que les sociétés spécialisées qui réalisent ces audits ne sont pas la perfection incarnée, qu'elles font parfois des erreurs. Malgré leurs compétences, elles peuvent occasionnellement rater une faille. Donc si un projet qui vous intéresse met en avant un audit comme argument soi-disant imparable que leur code est impeccable, cela doit vous mettre la puce à l'oreille. L'audit de sécurité, c'est le minimum syndical pour une application de finance décentralisée, ça n'est pas une preuve de perfection. Quatrième sujet important maintenant, l'économie. Nous en avons un peu parlé tout à l'heure en mentionnant le volume, la quantité existante, etc. Mais il est important d'apporter quelques précisions sur ce sujet, parce que c'est là que se cachent beaucoup d'arnaques. L'économie, c'est la base dans la crypto puisque vous êtes probablement là pour investir, et c'est donc là qu'on trouve la plus grande variété de manières de vous entuber. Dans beaucoup d'applications de finances décentralisées, on vous promet des rendements gigantesques, mais ce qu'on ne vous dit pas sur la page d'accueil, c'est d'où ils proviennent ces rendements. Alors il faut fouiller dans les documents permettant de comprendre d'où viennent ces bénéfices. Parfois, ce sont des stratégies excessivement risquées qui cumulent les risques de plusieurs protocoles différents en les empilant les uns sur les autres. Parfois, c'est un schéma pyramidal à peine voilé derrière un prétexte de finance décentralisée dont les mécanismes font que seuls les premiers arrivés profitent vraiment du système. Et parfois, on vous dit qu'en plaçant un actif en staking, vous gagnerez beaucoup d'argent, mais cet argent provient en fait d'une inflation complètement démente et la valeur de ce que vous avez acheté et de ce que vous gagnez diminue de jour en jour. Dans ce cas, les seuls qui gagnent, c'est encore une fois ceux qui étaient déjà là au moment où vous avez acheté vos jetons à mettre en staking. Et la même chose est applicable à des crypto-monnaies dotées de leur propre réseau, bien que ce genre de choses soit aujourd'hui beaucoup moins courant. Mais il était très fréquent en 2017 par exemple de voir des chaînes nouvellement lancées promettant chaque année une multiplication par 10 de la valeur de votre portefeuille, alors que tout cela devait provenir de l'inflation. Au final, systématiquement, puisque l'offre était largement supérieure à la demande, le prix s'écroulait bien avant que qui que ce soit en profite, mis à part les créateurs et une poignée d'initiés. Pour éviter toutes ces arnaques, un minimum de bon sens est nécessaire, mais il peut aussi être utile de s'éduquer sur le sujet de l'économie et de lire quelques ouvrages à ce propos sans forcément qu'ils aient un rapport avec la crypto-monnaie. Passons maintenant au cinquième sujet qui est celui des jetons atypiques, c'est-à-dire tous ceux dont le fonctionnement est assez complexe. Ce ne sont pas des arnaques en soi, mais il faut faire très attention parce que cette complexité peut cacher des arnaques, ou dans le meilleur des cas, des systèmes qui vous font perdre beaucoup d'argent parce que vous êtes arrivé au mauvais moment. Ceux auxquels je pense notamment, c'est les jetons dits élastiques ou jetons en rebasage. Les fameux rebase tokens étaient très populaires en 2021, mais certains ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils ne comprenaient pas comment ils fonctionnaient. La quantité présente dans votre portefeuille peut fluctuer même sans qu'aucune transaction n'ait lieu. Elle peut augmenter, mais aussi diminuer, et ceux qui ne l'ont pas compris ont subi une double peine. Ils ont vu le prix par jeton diminuer et la quantité de jetons dans leur portefeuille diminuer aussi.
De manière générale, il est donc très important d'être vigilant si le jeton qui vous intéresse est un peu trop original. N'investissez jamais dans un actif que vous ne comprenez pas bien. Enfin, pour finir cette vidéo, je souhaiterais nommer quelques exemples concrets d'arnaques à éviter qui ne sont pas vraiment des arnaques que l'on trouve sous la forme d'investissements à réaliser. Ce sont simplement des choses qu'il faut connaître pour les éviter. Le premier exemple, c'est l'arnaque à la clé privée abandonnée, c'est-à-dire que sur un forum ou dans un mail, peut-être vous allez recevoir la clé privée ou la phrase de passe permettant de prendre le contrôle d'une adresse sur laquelle il y a de l'argent. 1000, 2000, 10 000 euros et parfois plus, tout ça sous la forme de jetons, alors que la monnaie principale du réseau est totalement absente du portefeuille. Ce qui veut dire que pour récupérer votre nouvelle fortune, il faut commencer par envoyer un petit peu d'argent sur cette adresse pour pouvoir émettre une transaction vous permettant de faire sortir les jetons. Sauf que dès que vous allez virer quelques dollars sur cette adresse, un ordinateur appartenant à l'arnaqueur va automatiquement publier une transaction pour faire sortir l'argent que vous venez d'envoyer vers une autre adresse parce qu'il dispose lui aussi de la copie de cette phrase de passe et qu'il conserve en fait le contrôle de ce portefeuille. Comme il vous est impossible d'être plus rapide que l'ordinateur, vous ne pourrez jamais faire sortir les jetons et vous ne ferez que perdre de l'argent. Ensuite, il y a l'arnaque à la plateforme d'échange. Quelqu'un que vous ne connaissez généralement pas vous contacte et vous demande de l'aide pour retirer des actifs qui sont censés être sur une plateforme d'échange. Si vous acceptez de les aider, bon samaritain que vous êtes, vous serez redirigé vers un site qui va tenter de voler vos identifiants, vous faire installer un virus ou toute autre chose du genre. Donc ne répondez pas, bloquez et allez voir ailleurs. Dans le même genre qui est finalement plus traditionnel, on a plein d'arnaques de type social, avec des arnaques à l'investissement sur les sites de rencontres où des personnes séduisantes, hommes et femmes, vous proposent d'investir dans la crypto sur une plateforme qu'ils connaissent, et qui encore une fois est totalement fausse. Occasionnellement, ils vous diront qu'il y a une offre de lancement incroyable et que vous recevrez 1000 $ si vous en déposez 100 ou quelque chose comme ça, jusqu'à ce que vous essayiez de retirer et que vous vous rendiez compte que c'est impossible. Et puisqu'on parle d'argent gratuit, il y a aussi beaucoup d'arnaques de type Jésus, c'est-à-dire qu'on vous propose de multiplier les crypto-pains. Envoyez jusqu'à 1 bitcoin à une adresse et on vous renverra le double. Sauf qu'on ne vous renvoie jamais le double, évidemment. C'est l'arnaque la plus évidente de toutes, mais comme elle fait toujours des victimes aujourd'hui, je préfère la mentionner pour être sûr que personne ne tombera dans le panneau. Et bien sûr, il faut également faire attention à sa variante légèrement plus sophistiquée dans laquelle les arnaqueurs vous présentent un faux conseiller en investissement ou bien une soi-disant intelligence artificielle ultra performante qui vous réclame de l'argent à investir en promettant des retours incroyables. Là encore, c'est très souvent une arnaque, donc investissez par vous-même ou n'investissez pas. Malheureusement, les arnaques ne sont pas toutes aussi faciles à éviter. Récemment par exemple, il y a eu une vague de transactions d'une valeur quasi nulle, donnant l'impression d'être émises par les adresses de leurs victimes, qui poussent les gens à s'interroger sur ces transactions qu'ils n'ont pas émises. En effet, les pirates tentent d'utiliser des adresses similaires à celles utilisées par leurs victimes pour espérer que l'une d'entre elles fasse une erreur et après avoir regardé la fausse transaction, finissent par envoyer de l'argent sur l'adresse de l'arnaqueur. C'est ce qui est arrivé à cet utilisateur Reddit qui a bêtement copié et collé l'adresse du pirate plutôt que l'adresse de son compte Binance lorsqu'il voulait envoyer de l'argent sur la plateforme d'échange. Pour éviter ces arnaques-là, il faut être attentif et précautionneux constamment, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Vérifiez les adresses à chaque envoi, faites des envois de petites sommes pour tester, toutes les solutions sont bonnes tant que vous restez proactif. Alors c'est vrai, ça peut être effrayant toutes ces arnaques, mais il ne faut pas croire que vous allez en voir tous les jours. Ou en tout cas que vous serez véritablement en danger tous les jours. Ce n'est tout simplement pas vrai. Il suffit d'ignorer la vaste majorité pour les éviter complètement, comme ceux que vous recevrez par mail et qui sont souvent directement balancés au spam par votre fournisseur de mail avant même que vous les voyiez. Et il suffira de rester sur les projets les plus connus pour se prémunir des autres arnaques plus sophistiquées. Alors certes, ça n'est pas sur les projets les plus connus que vous pourrez forcément faire les plus gros bénéfices, mais comprenez bien que vous pourrez quand même vous constituer un capital très confortable sans avoir à prendre de risques exagérés. Alors qu'avec les projets les plus novateurs, il y aura toujours un risque largement supérieur que votre investissement finisse en eau de boudin, ne serait-ce que parce que même avec un projet parfaitement légitime, il y a toujours le risque que la sauce ne prenne pas et que le projet tombe dans l'oubli. Si on ajoute cette possibilité au risque d'arnaque, ça fait beaucoup, alors gardez ça en tête quand vous devez choisir entre deux investissements potentiels. Cela étant dit, j'espère tout de même que vous aurez à partir d'aujourd'hui toutes les clés en main pour éviter les arnaques. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à décider et que vous vous posez des questions sur un actif, une plateforme d'échange ou n'importe quoi d'autre, vous pourrez toujours demander son avis à la communauté Journal du Coin, soit dans les commentaires de cette vidéo, soit sur le site si nous avons rédigé un article sur le sujet qui vous intéresse. Alors n'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations et si vous n'en avez pas, j'espère qu'on se reverra sur notre prochaine vidéo. À bientôt!